le 1er décembre 1944, des soldats tirailleurs qui venaient d'être rapatriés du front de France sont réunis au camp de Tiaroy, encerclés par des automitrailleuses, par l'armée française, et qui les fusillent. On ne sait pas combien exactement ont été tués, mais d'après les historiens, et notamment Martin Moore qui est parmi nous, il serait entre 300 et 400 morts ce jour-là, enterrés dans des fosses communes, et depuis, on a perdu leurs traces. Donc voilà, c'est déjà un point de départ qui a éveillé vraiment à la fois notre curiosité, mais aussi notre colère et notre révolte, sachant que cette histoire n'était pas connue, il fallait faire quelque chose. Donc on a décidé d'en faire un documentaire. Quand j'ai vu ce film, une des premières choses qui m'a interpellé, c'est comment est-ce qu'il avait pu voir le jour. Et donc, parce que de ma propre expérience, donc je parle de quelque chose qui avait lieu dans les années 2010-2011, au moment du cinquantenaire des indépendances. J'avais des amis qui cherchaient à faire des films sur justement l'histoire coloniale, et ils avaient eu notamment comme réponse d'un certain nombre de producteurs: l'Afrique de toute façon ça n'intéresse personne. Donc, la réalisation de ce film, c'est sûr que ça n'a pas été évident. Ça a été une très longue gestation avant de pouvoir vraiment s'y mettre et partir en tournage, puisqu'il s'est passé des années. L'origine du projet, les premières lignes écrites de ce projet donc, datent de 2015, même 2014-2015, où François-Xavier et moi, on sortait de la réalisation de ce film au Rwanda. On était particulièrement imprégné par cette expérience et cette histoire, par la mémoire aussi du colonialisme et notamment aussi de la présence française en Afrique. Et c'est là qu'à force on accompagnait beaucoup ce film en projection, en festival, et on discutait beaucoup avec pas mal d'historiens, de personnes du monde associatif, militants, qui sont venus nous parler de ce sujet en nous disant mais Tiaroy, est-ce que vous êtes allés voir, il faut vraiment faire quelque chose là-bas, raconter cette histoire, la faire connaître, elle est trop peu connue. Et c'est vrai que nous, on la connaissait via le film de Sam Ben Ousmane, mais finalement de manière très lointaine, quoi. Donc on s'est penché dessus, et c'est vrai que tout de suite on a été interpellé par les incohérences, beaucoup de contradictions. On trouvait des chiffres différents sur des questions centrales, à savoir le nombre de personnes qui auraient été tuées ce jour-là, le lieu, par qui, comment, pourquoi surtout. Voilà, on a vu qu'il y avait une espèce de gros mystère autour de ça. Et on est allé à la rencontre d'abord donc d'historiens. On a commencé par rencontrer une historienne qui est en Bretagne, qui s'appelle Armelle Mabon, qui elle est très engagée sur ce sujet de la mémoire et de l'histoire de Tiaroy 44. Elle nous a partagé un peu toutes ces découvertes qui étaient faites de beaucoup d'obstacles en fait, puisqu'elle a fait face à beaucoup d'archives manquantes, contradictoires, d'obstacles physiques, d'historiens de l'armée notamment, qui contredisaient totalement ces découvertes et qui ne voulaient pas voir et écouter ces découvertes. Donc on a compris très vite que du côté de l'histoire, ça allait être très compliqué à raconter dans un film documentaire en tout cas, vu les implications assez polémiques finalement de cette histoire. Puis on a rencontré évidemment Martin Moore à ce moment-là, qui lui-même venait de soutenir sa thèse, si je me souviens bien, était dans le processus de sa publication, et qui avait vraiment étudié le sujet en long et en large, et surtout avait étudié, ce qui nous intéressait beaucoup, la question de la mémoire de cet événement. Parce que c'est vrai que François-Xavier et moi, c'est vraiment, disons, notre intérêt dans la réalisation de films documentaires, c'est de traiter de la mémoire des événements, la transmission de cette mémoire, comment est-ce que
les jeunes générations vivent avec les événements historiques qui leur ont été transmis par leurs ancêtres ou par leurs enseignants ou par inconsciemment une espèce de conscience collective et comment tout ça se traduit aujourd'hui. Donc la démarche de Martin nous a particulièrement intéressés. Et donc on a beaucoup dialogué, on a nous écrit un premier projet de film. On a contacté notre producteur de l'époque, celui qui avait produit notre film sur le Rwanda justement, qui nous a permis de partir en repérage. Donc il a trouvé un fonds de soutien pour nous aider à partir faire un court repérage pour aller voir sur place qu'est-ce qu'on pouvait en faire de cette histoire. Et donc on y allait 3 semaines, 1 mois au Sénégal, où on a été à la rencontre d'abord d'historiens sénégalais sur place aussi qui avaient travaillé sur cette histoire, mais aussi sur place à Tiaroy à la rencontre de ses habitants, en particulier des plus jeunes, via des associations de jeunes, de cultures urbaines. On a rencontré des graffeurs, des rappeurs, des slameurs qui étaient un peu habités par cette histoire. Et puis sur place, on a aussi été dirigé vers une enseignante d'un lycée de Tiaroy qui, elle, était très aussi investie dans la transmission de cette histoire auprès de ses élèves et qui avait monté un petit groupe avec des jeunes motivés pour aborder la question de l'histoire de Tiaroy et de la ville où ils habitaient à travers les arts différents, donc le théâtre, la musique, le dessin, la peinture. Et voilà, on a été particulièrement saisis, bluffés par cette jeunesse-là, en fait. Ces jeunes lycéens qui étaient très très engagés, révoltés sur le fait qu'on ne leur parle jamais de cette histoire, que dans les manuels d'histoire, c'était jamais abordé, qu'en famille, ça restait assez tabou, qu'au niveau des autorités, c'était là clairement fermé, quoi, qu'on n'en entendait jamais parler, alors que eux-mêmes, tous les jours, en marchant, en allant à l'école, ils avaient l'impression, qui n'est pas fausse, de marcher probablement sur des cadavres, puisque c'est les soldats, les tirailleurs qui ont été assassinés, ont été enterrés dans des fosses communes dont on ne sait pas où elles sont aujourd'hui. Donc il y a même certains élèves qui avaient retrouvé, en creusant dans le sol de leur cours de récré, un casque, des médailles, des choses de militaires, quoi, puisque leur lycée est vraiment construit sur l'ancien camp. Et puis ces jeunes donc du milieu des cultures urbaines aussi étaient très engagés, très révoltés, avaient besoin d'en parler, en parlaient, se saisissaient du sujet dans leurs chansons, dans leurs graphes, voilà, ils investissaient la ville aussi pour un peu créer cette mémoire. Donc finalement, tous les historiens qu'on a rencontrés étaient un peu perplexes, à me dire oui, bon, je peux vous raconter cette histoire, mais c'est vraiment pas simple. Et sur place, en revanche, on a rencontré cette jeunesse engagée, révoltée. Et pour nous, on s'est dit, voilà, le film, il est là. Il n'est pas du côté des historiens, il n'est pas juste non plus du côté de la jeunesse, il est dans une rencontre entre les deux. Donc, on a écrit ce projet, puisque pour convaincre les diffuseurs, les financeurs, il faut écrire avant toute chose. Donc, on a écrit plusieurs versions. Notre producteur de l'époque a frappé à toutes les portes et il s'est entendu dire exactement ce que vous venez de nous dire, à savoir l'Afrique ça n'intéresse pas, on a déjà fait une grande fresque sur la colonisation, on n'a pas besoin d'un film supplémentaire, enfin, des arguments assez absurdes, hein, mais qui sont réellement ceux qu'on entend chez les diffuseurs. C'est vrai que, voilà, c'est selon eux, en tout cas, selon les diffuseurs, en tout cas rencontrés à l'époque, le sujet n'intéresserait pas le français moyen qui regarde la télévision. Bon, on a été un peu échaudés. Le producteur en question, après avoir fait le tour de toutes les portes, nous a dit malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Si vous voulez faire ce film, allez-y, mais ce sera sans moi, malheureusement. Donc voilà, on a gardé ce projet un peu dans un tiroir tout en y pensant tout le temps. En parallèle, on a fait beaucoup d'autres choses, d'autres films, on est parti aussi dans d'autres directions.
J'ai fait moi-même beaucoup d'éducation à l'image, donc je me suis un peu éloignée de la réalisation, mais on avait toujours ce projet de reprendre ce sujet qui nous tenait à cœur, quoi. On était toujours en lien avec Martin, l'historien. Et c'est là que, donc, en effet, au détour d'un marché documentaire, d'un festival, François-Xavier a rencontré Sylvie et qu'ils ont échangé sur ce sujet. Et Sylvie a réagi et positivement et accepté de se lancer dans l'aventure à nouveau avec nous et de refaire le tour des financements et des diffuseurs. Mais je vais peut-être la laisser expliquer. Voilà, la transition est faite. Voilà. Enfin, ce qui était compliqué, c'était effectivement l'Afrique n'intéresse pas les Français selon les diffuseurs. Donc ça, c'est vrai que cette réponse-là, enfin, on se heurte à ce problème de façon généralisée. Un peu moins aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont sorties, des choses qui sont faites sur la décolonisation, sur l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, mais ce sont à chaque fois des grandes fresques. Ce qui est très bien et très intéressant, et ensuite effectivement ça retrace l'histoire, donc c'est parfait, mais c'est vrai que dès qu'on veut quand même aborder des sujets un peu plus pointus, où il y a à la fois le croisement de deux sujets, parce que là il s'agissait de raconter un événement historique, mais il s'agissait de pouvoir l'incarner avec non pas, enfin, des archives, il y en a très peu, il y en a quasiment pas, donc c'était à la fois le sujet qui faisait peur, et à la fois le traitement du sujet, puisque on savait très bien que comme il n'y avait pas d'archives, et en plus parce que le projet n'avait pas cet angle-là, l'angle c'était aussi travailler sur la mémoire et de le faire porter par les jeunes générations, notamment de Tcharoy. Donc enfin, tout ça fait que c'est le genre de projet qui est de toute façon complexe à la base à présenter, et c'est difficile de convaincre des diffuseurs. Voilà. Donc soit on l'écrit et on le fait pour le cinéma, soit on veut le faire pour la télévision, mais on se heurte à ce genre de réponse, voilà, que moi j'ai eu à nouveau évidemment. Et en fait, voilà, c'est... On a pas mal retravaillé, discuté ensemble, retravaillé le projet, l'écriture du projet, parce que oui, c'est pour convaincre, mais c'est aussi, ça permet aussi de réfléchir, l'écriture d'un dossier. Et puis il se trouve que à force de discussion et puis de persévérance, enfin la nôtre à tous, parce que ouais, c'est un long parcours quand même, ce film. Il se trouve que je suis allée voir une chaîne, et puis voilà, avec une discussion avec Loïc Bérou, donc, et la chaîne France 24, qui n'est pas à la base une chaîne dédiée au documentaire, mais voilà, qui fait beaucoup de choses, et puis plutôt ce qu'on appelle des reportages, mais peu importe. Et c'était la première personne qui a réagi très rapidement sur le projet, et qui a décidé, après une rencontre, de nous aider, à le faire, et qui a pas mal porté le projet avec nous par la suite. Voilà. Et ensuite, Public Sénat, puis TV5 sont rentrés dans le projet. Donc autant de petits diffuseurs, enfin, pour pas rentrer on va pas rentrer dans... Enfin, c'est juste pour dire que petit diffuseur, c'est juste pour dire que on agrège plusieurs sources de financement, de gens qui mettent un peu moins d'argent que, effectivement, de budget tels que des diffuseurs comme Arte, qui sont plus dédiés aux documentaires, voilà, et qui vont donc coproduire les films de façon plus conséquente, budgétairement parlant, voilà. Mais bon, peu importe, ça c'est la cuisine de la production, mais comme vous me posez la question, j'y mais c'est très important, parce que vous le couvrez si c'est... les choses. Oui. Bah, en fait, oui, c'est très important, parce qu'effectivement, du coup, ça demande plus de travail d'agrégation, donc ça rend le chemin un peu plus difficile, et en amont en lenteur, parce que effectivement ça prend du temps, et ensuite sur le terrain, et puis tout le long de la production du film, eh bien, ce sont des arbitrages qu'on fait ensemble avec les réalisateurs pour
pour voir comment on peut gérer le petit budget pour faire en même temps un film avec l'ambition qui était la nôtre. Et c'est vrai que c'est un film ambitieux parce qu'il y a une forme, et c'est vrai que ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais la forme elle est importante, surtout dans ce film où il y a un vrai dispositif voilà, pour raconter l'histoire d'un film où il n'y a quasiment pas d'archives, voilà, et où effectivement l'historien Martin Moore a été du coup au centre du dispositif du film. Mais ce qui me frappe, c'est les réponses que vous avez eues et de dire que finalement l'histoire de l'Afrique, ça n'intéresse pas, ça risque de pas trouver un public. Et ce que moi je pense, que c'est une histoire partagée, c'est une histoire de France. Les gens qui sont tués à Tiraille, les tirailleurs qui sont tués sont des sujets, et non pas des citoyens, mais sont des sujets français à l'époque. Et les gens qui les tuent, que ce soit des généraux de division, de généraux de corps d'armée, voire un général de brigade qui s'appelle le général de Gaulle, qui sont des personnages qui sont impliqués dans ce qui va se passer dans ces événements, sont aussi français que les tirailleurs à ce moment-là. Donc c'est vraiment une histoire française en fait, et c'est assez révélateur ce que vous dites, que de dire finalement ça reste une histoire assez lointaine, c'est l'histoire de l'Afrique. Et ça, pour moi, ça révèle aussi une timidité, un conservatisme sur ces questions-là, de manière plus générale. Et c'est vrai que moi je m'étais intéressé dans mon travail de thèse à comment finalement c'était assez peu les historiens qui s'étaient emparés de cette histoire, et beaucoup plus le milieu culturel. Et il y a toute une histoire culturelle à faire de cette mémoire de cet événement de Tiraille, comment dans les années 50, 60, 80, des militants via que ce soit la musique, le cinéma, la peinture, se sont emparés de cette histoire pour essayer de la raconter à leur manière. Et vous avez parlé aussi d'Ousmane Sembène. C'est quelqu'un qui a eu qui a eu beaucoup de soucis pour justement faire son film, qui a eu des soucis. Alors il y a des choses qui sont internes aux réalisateurs sénégalais de l'époque, il y a eu plusieurs controverses sur lesquelles on pourrait revenir, mais qui a eu aussi, lui, qui a beaucoup raconté à quel point l'armée française, présente sur place dans les années 80 à Dakar, avait essayé par différentes manières d'empêcher que ce film se fasse. Comme au moment de sa sortie, il y a eu des pressions de l'ambassade de France à Dakar pour que le film soit le moins possible diffusé. C'est un film qui a quand même eu un prix spécial à la Mostra de Venise en 88 et qui n'a pas été diffusé en France. Donc c'est aussi un film qui est quelque part un film maudit. Et c'est vrai que ça fait écho avec vous, votre documentaire, comment toutes les difficultés qu'il y a eu pour le mettre en scène. Et je suis d'accord aussi que je pense que c'est des choses qui bougent, et qu'effectivement il y a eu quand même plusieurs réalisations à la télé il y a 1 ou 2 ans, des grandes productions que ce soit sur France 2, sur Arte, sur la question coloniale, et donc les choses bougent. Et c'est tant mieux, et moi j'ai l'impression que le milieu, alors peut-être que je ne serais pas d'accord avec ça, mais que le milieu culturel, finalement, il avance sur le milieu des historiens, mais que les historiens sont encore très timides sur ces questions-là. Je parle pas forcément des historiens au sens large, mais plus à l'académie qui a du mal à aborder de biais ces questions. Que ce soit le fait de dispenser des cursus sur ces questions-là, on voit quand même assez peu de choses, que ce soit au niveau des recrutements. Il y a quand même une espèce de conservatisme, où à la fois on avait une vieille histoire coloniale qui était l'histoire, on va dire, de l'IOT, mais ça c'est l'histoire des années 60, 70, versus, donc c'est vraiment l'histoire des colons français en Afrique, l'histoire de la conquête coloniale, versus une histoire de l'Afrique, mais ces deux choses étaient assez peu liées en fait. La question de l'histoire du colonialisme français vue depuis l'Afrique, c'est des choses qui sont assez peu abordées, alors que pourtant on a des grandes thématiques aujourd'hui sur l'histoire connectée, l'histoire globale, etc. Mais en tout cas, quand on regarde de plus près la question de la violence coloniale française en Afrique, on est bien obligé de constater qu'il y a
certains tabous voilà, de la part de l'académisme. On a eu la chance de ne pas avoir à réfléchir les choix artistiques en fonction du budget. Évidemment, on n'a pas cherché à faire des grands plans avec des hélicoptères vus de haut, etc. Bon, on s'est quand même fixé une limite. Mais disons que ce n'est pas les finances qui ont dicté les choix artistiques. Et Sylvie ne nous a jamais dit, voilà, mis des limites, en tout cas dans la phase d'écriture. Et après, c'est dans la phase concrète, quand on arrive au moment du tournage, où là, il fallait évidemment voir comment, dans ce qu'on avait envie de raconter et dans les choix artistiques qu'on avait faits sur papier, comment concrètement on allait pouvoir les financer. Et je dirais que, voilà, d'abord, il y a eu cette longue phase d'écriture, de réécriture, de réécriture, de relecture, d'échange avec la productrice, mais aussi entre nous, puisqu'on est 2 co-réalisateurs, auteurs et réalisateurs. Aussi d'échanges avec Martin, l'historien, puisqu'on l'a impliqué dès le départ dans la réflexion. Et puis d'échanges avec les 3 jeunes, qui est ce petit groupe de jeunes qu'on a constitué, d'artistes qui ont grandi à Tiaroy. Ils sont venus comme ça, les uns après les autres. Pour revenir sur un peu les rencontres avec eux, il y a Babacar d'abord, qui est un jeune qui faisait partie de ces lycéens qu'on avait rencontrés lors de notre premier voyage, qui, au fil des années, a grandi. On a gardé un peu un contact lointain. Mais quand on a relancé vraiment le projet et les choses, on a repris contact avec lui. Il était toujours dans le théâtre, la mise en scène et la comédie. Donc il avait gardé cette passion pour le théâtre et il avait aussi gardé cette envie de raconter l'histoire de son territoire. Donc on s'est dit qu'on allait pouvoir partir construire quelque chose avec lui. Et puis il y a eu aussi la rencontre un peu décisive de Aïcha Euzet, qui est aussi une comédienne et metteuse en scène française, de parents français, mais qui a grandi, qui a passé une très grande partie de son enfance à Tiaroy. Ses parents sont partis s'installer au Sénégal, se sont convertis à l'islam et se sont installés dans ce quartier de Tiaroy, qui est pas du tout, on n'est pas du tout dans les ghettos d'expatriés, on est vraiment, voilà, au cœur de la population locale, dans les conditions de vie locales. Et c'est comme ça qu'elle a grandi, donc comme une enfant, une jeune fille sénégalaise, quoi. Elle s'est construite là-bas. En revanche, elle est repartie en France plus tard, et notamment pour ses études, et elle a fait des études de théâtre à Lyon. Et travaillée par cette histoire, elle a écrit une pièce de théâtre dans le cadre de ses études sur Tiaroy, qui s'appelle Njel au bas Tiaroy. Et elle était rentrée en contact avec Martin, et c'est Martin qui nous l'a signalé. Il y a cette jeune autrice qui a écrit quelque chose, que ça vous intéresse, que vous souhaitez la rencontrer. Et puis voilà, on s'est mis en contact. Et ça a tout de suite tilté. Elle avait vraiment quelque chose à raconter. Elle s'était emparée de cette histoire. Elle voulait faire un geste artistique. Ça rejoignait aussi voilà, ce que nous, on avait rencontré à Tiaroy même, ce qu'on trouvait avec Babacar. Et puis on se disait qu'à eux deux, ça ne suffisait pas pour montrer l'ampleur de cet engagement artistique et de cette jeunesse locale. Et qu'il y avait encore cette autre branche, aspect de la jeunesse qui nous avait marqué, c'était celle des cultures urbaines. Donc, à l'occasion d'un repérage qu'on a pu financer, un nouveau petit court repérage, ça c'était 3-4 mois avant le tournage effectif. Voilà, je suis partie avec Aïcha à Tiaroy, on a retrouvé Babacar, on a renoué des liens, on a essayé de voir comment on pouvait construire, imaginer quelque chose ensemble. Et on a rencontré, à force de taper aux portes et de regarder un peu ce qui se passait autour, une jeune rappeuse qui s'appelle Maggie, et avec qui c'est aussi de l'ordre de l'évidence, quoi. Dès qu'on s'est rencontrés, j'étais avec Aïcha, il s'est passé quelque chose entre elles, il s'est passé quelque chose entre nous 3, puis on a fait venir Babacar le lendemain, il s'est vraiment passé quelque chose entre nous 4, et on s'est dit que voilà, ça y est, on avait notre équipe,
disons, nos personnages, puisqu'on peut parler de personnages quand même en documentaire, qui allaient pouvoir incarner, porter cette histoire face à la caméra. Donc voilà, on avait Martin qui allait pouvoir nous apporter la parole de l'historien, le regard et l'expertise surtout sur justement ces archives qui sont, je dirais, de prime abord incompréhensibles pour nous tous non-historiens, disons, puisqu'il faut vraiment avoir passé du temps, l'œil, à regarder chaque détail pour pouvoir pointer les incohérences, pour pouvoir en déduire des choses, pour pouvoir remettre aussi les choses dans leur contexte de l'époque, dans leur contexte militaire, etc. Donc voilà, Martin avait fait ce travail, il vivait à Dakar aussi à l'époque où on réfléchissait à ce film, donc voilà. On s'est dit c'est l'occasion et on a construit ce film comme ça. Ensuite sont venus, en effet, à force de réunir les financements et de se dire voilà de quelle enveloppe on va disposer, il a fallu faire des choix plutôt, je dirais, pratiques de comment on va pouvoir monter, comment on va pouvoir tourner, combien de temps on va pouvoir partir, etc. etc. Et ça, c'est des choix qu'on a fait évidemment en étroite collaboration avec Sylvie, qui va peut-être pouvoir nous en parler. Parce qu'effectivement, il y a des contraintes budgétaires, il y en a toujours pour tous les films. Effectivement, il y a des films où il y en a plus ou moins. La question là qui est peut-être plus intéressante et donc du coup j'essaye de suivre le fil de ce que vient de dire Marie, ce serait l'enjeu pour moi du projet dès le départ et ce que je répétais au réalisateur parce que c'était un peu mon dada de productrice. En tout cas, c'était comment on comprend l'histoire, parce qu'il y a à la fois l'idée d'incarner l'histoire, puisque cette histoire, il faut qu'elle soit racontée, effectivement, elle est portée par ces trois jeunes et puis par Martin. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'incarnation et la démarche des jeunes qui vont et l'historien qui vont rencontrer des témoins, etc. Mais du coup, c'est comment on doit comprendre et faire comprendre au téléspectateur qui ne connaît pas du tout cette histoire ou qui la connaît un tout petit peu, comment on doit aussi comprendre les événements historiques. Voilà. Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'archives, c'est-à-dire il n'y a pas d'archives historiques qui parfois sont dans des films documentaires. On va pouvoir mettre une ou deux archives historiques qui vont permettre d'illustrer, même si on n'aime pas ce mot, mais parfois qui permettent d'aller plus vite pour expliquer quelque chose et ensuite le film suit son cours. Là, il n'y avait pas vraiment ça. Et effectivement, il y a des archives, il y a quelques archives très intéressantes qui sont dans le film. Et ensuite, ce sont des archives, des documents, donc dont va se servir l'historien dans le film. Voilà. À travers de l'intervention d'un témoin qui est un responsable politique, je crois, met cet événement en perspective avec toute l'histoire coloniale de l'après-guerre, qui est quelque chose d'assez frappant quand on voit ça, puisqu'il y a un mouvement évidemment de libération. Et il y a du côté des colonies un ensemble de répressions épouvantables, dont Tiaroy est peut-être le premier événement. Tiaroy, pour moi, ça a un peu la particularité d'avoir d'abord été un fait de mémoire plutôt qu'un fait d'histoire. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés, hein, et Tiaroy, ça a une place toute particulière dans le processus des luttes pour l'indépendance, hein, où tous les militants sénégalais et même ouest-africains vont s'emparer de cet événement, hein, pour le brocarder à la face du pouvoir colonial. Mais sur la question de l'histoire, de comment comprendre cette histoire, en fait, on a quelques archives, hein, toujours qui nous servent à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc les archives, c'est une définition comme une autre, mais finalement, c'est des voix qui sont les plus proches de l'événement. Hein. C'est-à-dire que c'est dès le moment où on a ce massacre du 1er décembre 1944 que des gens vont se mettre à le raconter. Et ces gens, ils ont la particularité d'être du côté des bourreaux.
Donc on a vraiment cette voix dominante qui est celle du pouvoir colonial, qui est celle même des meurtriers, qui est celle des officiers de l'armée française, hein, qui vont écrire des rapports, et à partir de ça, on va essayer de raconter, de comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a aussi un deuxième niveau, en fait, de compréhension de ces documents qui nous sont accessibles aujourd'hui, de comment ils se sont constitués progressivement en fond d'archives. Hein. Et on a vraiment une histoire de ces archives à faire, hein, avec un moment dans les années 70, il y a... Finalement, on va constituer un dossier qui est souvent la source principale sur laquelle les historiens s'appuient, qui est le dossier qui est consultable aux archives du service historique de la Défense, donc voilà, des archives militaires au château de Vincennes aujourd'hui. Et le fait qu'on ait un dossier qui soit constitué de manière très précise, ça veut dire que dès ce moment-là, l'armée s'est penchée sur la question et a potentiellement éliminé certains documents qui étaient trop compromettants, hein, si j'ose dire, pour elle. Ce qui est des phénomènes en fait complètement classiques quand on s'intéresse à la violence d'État, à la violence du pouvoir, qui effectivement raconte pas, ça met pas en scène sa propre violence. Hein, c'est quelque chose d'assez logique. Et juste un dernier élément hein, qui explique aussi pourquoi Thiaroye, depuis une dizaine d'années, on en parle beaucoup et précisément sur cette question des archives, c'est qu'en 2014, François Hollande, si j'ose dire, a refilé la patate chaude au gouvernement sénégalais en disant qu'il donnait toutes les archives que la France avait à disposition, ce qui est une espèce de formule rhétorique, hein, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des documents qui sont dans une multitude de centres d'archives. Donc voilà, on a réuni quelques archivistes dans plusieurs dépôts d'archives qui ont donné ce qu'ils avaient sous la main, et François Hollande en a fait une copie numérisée. À l'époque, on a un nouveau président au Sénégal qui arrive au pouvoir, qui s'appelle Macky Sall, et qui va rester le plus timide possible, hein, c'est un euphémisme sur cette question, et donc ces archives versées par Hollande depuis bientôt 8 ans ne sont toujours pas accessibles, avec voilà, Macky Sall qui est quand même très proche de la France aujourd'hui. Donc on a une espèce de diplomatie mémorielle où d'un côté on donne les archives en disant regardez, on n'a rien à cacher, sauf que dans les faits les historiens ne peuvent toujours pas y accéder, et on n'est pas sûr qu'il y ait des choses, qu'il y ait des révélations fracassantes. Voilà. Maintenant je reviens à la question initiale, hein, après cette longue digression, sur finalement la singularité et la continuité de ce que représente Thiaroye par rapport à une longue histoire. Tout à l'heure, on a évoqué l'esclavage. Donc l'esclavage, c'est une histoire longue de près de 4 siècles. C'est un espèce de marronnier hein, pour les historiens de savoir ce qui fait permanence et ce qui fait rupture. À mon sens, Thiaroye, ça a vraiment une singularité, hein, même quand on regarde d'autres événements, là je ne parle pas d'histoire coloniale, mais qui impliquent des militaires. Donc les militaires ont toujours désigné ça comme une mutinerie, finalement, qui était une répression qui était certes excessive, mais qui était dans la logique d'une mutinerie. Dans une mutinerie, on pense à 1917, hein, les mutins de la Première Guerre mondiale, on a malgré tout des jugements. Alors des jugements qui sont ce qu'ils sont. Là, on n'est pas dans un cas comme ça. On est vraiment dans un massacre de masse qui apparaît prémédité dans les heures qui précèdent, hein, où on va réunir des tirailleurs, puis on va les exécuter froidement à la mitrailleuse en tirant dans le cœur. Donc que des propres officiers exécutent comme ça leurs soldats, c'est des choses qui... Bon, moi, j'ai pas trouvé d'exemple, en fait, sur lequel on pourrait faire des analogies. Si on s'intéresse... Donc ça, c'est vraiment une espèce de singularité, et il semblerait qu'il y a plusieurs motifs hein, qui peuvent être avancés, qu'il y a un racisme exacerbé qui s'exprime à cette occasion, qu'il y a possiblement une volonté de détourner l'argent auquel ces hommes avaient le droit pour, voilà, hein, pourquoi pour se le garder tout simplement. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais qui apparaissent les plus plausibles. Si on s'intéresse à ce qui est la violence coloniale, Thiaroye, c'est à la fois un événement précurseur, hein, ce qui est dit dans le film, parce que ça commence, c'est décembre 1944, 3 mois plus tard, on a Sétif, on va avoir Madagascar, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts, hein, donc on est dans des ampleurs qui n'ont rien à voir avec Thiaroye,
Mais encore une fois, Tirail a une singularité, c'est que c'est pas un mouvement indépendantiste qu'on réprime. C'est vraiment des soldats qui sont réprimés par leurs propres officiers. Donc ça en fait sa singularité. Ça, c'est ce qui succède à Tirail. On pourrait s'intéresser à tout ce qui est la fin du 19e siècle, avec ce qu'on appelait d'un joli oxymore la pacification. C'est la colonne Voulet et Chanoine qui va brûler des villages entiers à la fin du 19e. Ça va être des répressions dans les années 1915-1916, au moment des recrutements pour la Première Guerre mondiale. Pareil, ça va faire des milliers de morts dans ce qui est la Haute-Volta de l'époque, donc le Burkina Faso actuel. Ça va être aussi une répression qui est quelques années avant Tirail, qui est à Thiès, en 1938 en fait, où on a eu Thiès, c'est l'épicentre de la ligne de chemin de fer entre Dakar et Niamey, le Niger, et on va avoir un mouvement de grève des cheminots et qui va être réprimé comme ça par la troupe, où il va y avoir, ça va faire une dizaine de morts. Ce que dit Diallo Diop, l'intervenant à la fin du film, qui est effectivement un militant politique, c'est que Thiaroye, ça a une place dans les années 40-50, et il y a d'autres massacres qui ont lieu à cette époque, mais c'est aussi une continuité avec le système, ce qu'on pourrait appeler néocolonial, du nom de France-Afrique. Donc en fait, ce qui se passe en 1944, ça va se passer au Cameroun à partir de 1955 et jusque dans les années 70, et aujourd'hui, il y a une répression exacerbée au Cameroun qui a cette historicité. Ça se passe en 1963 au Sénégal, où Senghor a éliminé le président du Conseil, qui est Mamadou Dia, qui est sur une ligne beaucoup plus socialiste que les Senghor. Et un an plus tard, il va y avoir des très graves répressions contre les manifestants au Sénégal, à Dakar, qui vont faire aussi une ou des dizaines de morts. Et ça va se passer dans les années 70 à plusieurs occasions, en fait, où le régime de Senghor, qu'on présente comme le régime c'est-à-dire le plus démocratique d'Afrique, n'est absolument pas celui qu'on présente. Ça aussi, il me semble, juste pour finir, aussi une résonance avec ce que les travaux ont montré sur ce qu'est le maintien de l'ordre en France, et notamment sur des descendants de cette histoire coloniale. Donc tout ce qui est des phénomènes de répression dans les quartiers populaires ont très clairement une généalogie coloniale. Juste un exemple, on va avoir des très graves répressions qui font, on parle de 100 à 200 morts en Guadeloupe en 1967. Et le préfet de l'époque, quelqu'un qui s'appelle Pierre Bolotte, qui va être ensuite le préfet de la Seine-Saint-Denis, c'est lui qui va mettre en place les BAC, les brigades anticriminalité. Donc quand on parle aujourd'hui de violence policière, en particulier contre les populations issues de l'empire colonial dans les banlieues, je pense que c'est important quand même de rappeler aussi cette longue historicité de pratique du maintien de l'ordre dans les colonies. Alors, où voir le film aujourd'hui ? Donc, déjà sur France 24, il est toujours en replay, et sur la chaîne YouTube de France 24. Il sera ensuite diffusé à la rentrée sur Public Sénat, mais je n'ai pas encore de date prévue, mais entre septembre et novembre, et sur TV5 Monde. Voilà. Il y aura aussi ensuite une version un peu plus longue, mais on vous avertira dès qu'elle sera finalisée.